Il est relativement facile de protéger les escargots des hérissons, puisque les hérissons ne peuvent pas rentrer dans les parcs très facilement. Donc moi, je crains beaucoup plus certains autres prédateurs, notamment les rongeurs avec les musaraignes qui sont carnivores, les grives. Cette année, je me suis battue pendant 3 semaines avec une colonie de grives. Malgré mes filets anti-oiseaux, elles arrivaient à trouver le moyen de rentrer dans les parcs chaque jour et m'attraper mes escargots. Alors, elles sont très malines et elles ont un système fabuleux pour les manger. Elles les attrapent dans les parcs, elles les sortent en les tenant dans leur bec. Et ensuite, elles trouvent soit une pierre pour casser la coquille en tapant avec le bec jusqu'à ce que la coquille éclate, soit alors, elles les envoient de très haut sur une surface où elles savent qu'avec la chute, la coquille va se casser et elles pourront récupérer l'escargot. Déborah Hamon est hélicicultrice. Ce joli nom désigne les éleveurs d'escargots. Déborah fait partie des quelques 400 éleveurs de gastéropodes français. Avec sa famille, elle s'est installée en Bretagne, à Saint-André-des-Eaux, près de la Baule, à 2 pas du marais de Brière, le 2e de France en superficie, après celui du marais poitevin. Les Français sont de gros consommateurs d'escargots, 16 000 tonnes par an, soit 424 millions d'escargots, soit encore 7 escargots par personne et par an. Consommés surtout à Noël, près de 85% de la consommation française est importée, des pays de l'Est et du Maroc essentiellement. Vous allez vite vous rendre compte que Déborah est une passionnée, entourée d'autres passionnés, notamment tous les chefs avec lesquels elle travaille. Ils créent des recettes d'escargots étonnantes qui explorent d'autres préparations que celles très classiques au beurre persillé. Déborah a fait le choix très clair d'élever des escargots bio, des gros gris, une des 3 espèces d'hélix consommées. Il y a les petits gris, les gros gris, et les fameux escargots de Bourgogne, les plus gros, dans leur coquille beige, très difficiles à élever, nous verrons pourquoi. Déborah nous racontera aussi comment elle protège ses 100 000 bêtes à cornes des prédateurs, et vous verrez qu'il y en a beaucoup, de la musaraigne au sanglier. Les escargots appartiennent à l'embranchement des mollusques, divisés en 3 classes. Les céphalopodes comme les poulpes, les bivalves comme les moules, et les gastéropodes donc, escargots, limaces et patelles. Vous savez, ces chapeaux chinois sur les rochers qu'on a tous essayé de décrocher, sans jamais y arriver. Voyage au pays des escargots. C'est parti. Bonjour Déborah. Bonjour Marc. Tu es une belle surprise de baleine sous gravillon. Je t'ai rencontré sur Internet. Facebook propose toujours des gens comme amis. Et toi, quand j'ai vu le mot hélicicultrice, je me suis dit, cette femme est pour moi. Et donc je t'ai invité, on s'est parlé. Et en plus de ça, tu m'as raconté une histoire qui n'est pas commune. C'est-à-dire que tu fais partie de ces gens qui ont complètement changé de vie. Je te présente très brièvement. Tu habites en Bretagne, à Saint-André-des-Eaux. C'est près de la Baule. Tu as 43 ans. Tu es marié à un type charmant que j'ai vu tout à l'heure via Zoom, qui s'appelle Hervé et qui est un ancien pilote de chasse. J'espère vraiment le rencontrer un jour, il m'a l'air très sympa. Tu as 2 enfants de 14 et 10 ans, Aliénor et Aramis. Et ce qui m'intéresse, enfin tout m'intéresse chez toi, mais ce que j'aimerais que tu nous racontes d'abord, c'est ton ancienne vie de directrice de la com interne de Thales, qui est cette entreprise qui fabrique des missiles, si je ne m'abuse. Alors, qui ne fabrique pas les missiles, qui fabrique plutôt les systèmes qui permettent, entre autres, de guider les missiles. C'est effectivement un groupe d'électronique. Mais comment t'as pris la décision de changer de vie et surtout, pourquoi tu t'es mis à élever des escargots? En 2007, je suis devenue maman. Pendant cette période où on change de statut en tant que femme, je ne peux pas parler pour les hommes, on se pose finalement des questions sur qu'est-ce qu'on veut offrir à ses enfants, qu'est-ce qu'on veut leur donner comme cadre de vie et quelles valeurs on veut leur transmettre. Et donc, il y a effectivement une mutation qui s'opère, qui a pris évidemment plusieurs années, mais qui m'a poussée à un moment donné à me demander si la vie que j'avais dernièrement était celle que je voulais offrir à mes enfants pour l'avenir. La deuxième chose, c'est qu'entre 25 ans et 45 ans, pour faire simple, on n'est pas forcément la même personne, donc on n'a pas forcément envie des mêmes choses. Et du coup, on évolue, on a envie d'autre chose et on change de vie.
Alors on comprend bien que tu en avais marre un peu de cette vie qui peut-être n'avait pas trop de sens, en tout cas professionnellement, et on a bien compris que tu voulais, comment dire, t'occuper de tes enfants, ou en tout cas leur montrer quelque chose de différent. Pourquoi les escargots? Pourquoi pas les chevaux, ou les bisons, ou les autruches? Les escargots, c'est mignon. Les escargots, c'est silencieux. Les escargots, c'est rigolo. Les escargots, ça rappelle la jeunesse. Les personnes que je croise au quotidien, que ce soit des clients, que ce soit des gourmets, des chefs de cuisine, à chaque fois que quelqu'un parle d'escargots, à chaque fois, c'est pour parler de souvenirs d'enfance. Donc, c'est des souvenirs avec des grands-parents, le ramassage, la cuisine. C'est les souvenirs de balades en forêt avec la brume, les odeurs de sous-bois. Et les gens ont tous le sourire quand ils me parlent de ces souvenirs-là. Donc, quelque part, ça a été un petit peu ça. Ensuite, c'était une passion aussi. Cet animal, je l'adore depuis que je suis toute petite. Je cherchais une activité agricole qui soit physiquement à ma portée. Pourquoi pas les vaches, pourquoi pas les chèvres, pourquoi pas les autruches? Tout simplement parce que ce sont des activités qui sont physiquement beaucoup plus difficiles. Et l'escargot était une activité physiquement à ma portée. Eh ben en tout cas, c'est une histoire pas commune et pleine de poésie d'ores et déjà. Je voudrais enchaîner parce que peut-être tu as écouté 2-3 épisodes de Baleine sous gravillon et tu sais que j'essaye de faire un mix entre de l'humain, hein, mais aussi j'essaye d'être un peu scientifique et j'aimerais qu'on commence par parler de l'escargot, de l'animal. Donc j'ai préparé pas mal de choses et tu me diras les éventuels éclaircissements que tu peux apporter. Et je commencerai par dire que le mot escargot, qui est si beau, si rigolo, si poétique en français, tu sais d'où il vient? Non, pas du tout. Alors le mot escargot vient de l'occitan. Cette culture de l'escargot en France vient du sud. Le mot escargot de l'occitan est lui-même une altération du caracol espagnol. Donc voilà, donc ce mot escargot vient du sud et de l'Espagne. Ensuite, de manière plus scientifique, l'escargot appartient à l'embranchement des mollusques. Gastéropodes et mollusques, ce sont deux noms scientifiques que tout le monde connaît, qui regroupent plein d'animaux très différents. En gros, les mollusques, c'est les animaux qui ont un corps mou, qui ont une tête, une masse viscérale qui est en général soudée à la tête, et puis qui ont une sorte de pied ou des tentacules dans le cas des poulpes. Donc, voilà, les mollusques, c'est les escargots, les poulpes, tout ça. Et les gastéropodes, c'est une classe de mollusques. Et là encore, l'étymologie est limpide. Gaster, c'est tout ce qui est estomac, pod, c'est le pied. Donc, comme presque chacun le sait, en fait, les gastéropodes, ce sont ces animaux qui circulent, qui marchent sur leur estomac. C'est le cas de l'escargot. Il y en a des terrestres et des aquatiques. Je voulais aussi dire que ce qui caractérise les escargots, c'est la présence d'une coquille dans laquelle ils peuvent se rétracter. Certains ne le peuvent pas, hein, pas toutes les espèces peuvent faire ça. Et que les autres noms de l'escargot, c'est le limaçon ou le colimaçon, par opposition aux limaces. Chacun voit ce que c'est une limace, et donc la différence, hein, coquille, pas de coquille. Puis en plus, j'ai appris que c'était un peu plus complexe qu'il n'y paraissait, c'est-à-dire qu'il y a des limaces qui ont des coquilles vestigiales, et il y a des escargots qui, au contraire, des coquilles qui sont très fragiles ou dans lesquelles ils peuvent pas se rentrer. Donc il y a des semi-limaces, des semi-escargots, c'est assez complexe cette histoire, effectivement, tu le confirmes. Tout à fait, ouais. Ouais. Pourquoi je dis que effectivement le gastéropode est un mollusque qui est venu s'installer sur Terre, c'est que réglementairement parlant, on est encore considéré comme produit de la mer. Quand on est héliciculteur, on est éleveur de produits de la mer. C'est intéressant. Dans les textes de loi, j'ai vu ça et tu fais bien de le préciser, dans les textes de loi, Union européenne, France, l'escargot n'est pas considéré ni comme de la viande, ni comme un mollusque. Il est considéré comme un produit de la mer. Merci de cette belle précision légale. Ouais, tu vois, sans toi, j'aurais pas pensé à le dire. Ouais. Je reviens aux généralités sur l'escargot. 40% des mollusques sont des escargots. Il y a 80 000 espèces connues sur 200 000 espèces de mollusques. Hein, c'est énorme. Et la plupart sont des escargots terrestres. Alors il existe des escargots d'eau douce, hein, bien connus des aquariophiles, qui peuvent s'appeler des limnés par exemple, et ils sont très utiles dans les aquariums parce qu'ils sont détritivores. Ils mangent un petit peu les algues, les restes, les détritus, et donc c'est des escargots nettoyeurs. Je me suis demandé s'il y avait des escargots particuliers, et j'ai vu que le record du monde, toute catégorie de l'escargot le plus grand, le plus lourd, appartient à un escargot qui s'appelle... La catine. Ah oui, alors l'acatine, c'est le nom de l'espèce. Alors je crois que c'était un acatine, mais là c'était un individu qui était appelé G. Geronimo, qui faisait 40 cm de long et qui pesait 900 grammes. Connais-tu G. Geronimo? Je pense qu'il est mort depuis, mais... Non, je connais pas G. Geronimo. Mais tu as dit quelque chose de très juste, c'est que ces gros escargots africains, qui sont les plus gros escargots du monde, appartiennent à l'espèce des acatines. Tu veux en dire un mot? Alors, honnêtement, je les connais pas spécifiquement. Je sais qu'en Afrique noire, on le consomme très fréquemment.
On le consomme un peu comme nous, on consommerait des steaks tout simplement. C'est effectivement de très gros escargots. Je ne connais pas la saveur par rapport à nos escargots. Je ne sais pas s'il y a une différence. J'ai un ami qui vient du Bénin qui m'a dit qu'il me ferait goûter prochainement, donc je pourrais t'en dire plus dans quelques temps. Oui, voilà, donc ils sont très gros, ils se consomment aussi fumés là-bas. J'enchaîne sur les généralités des escargots, je voudrais mettre ça derrière nous. Chacun sait aussi que les escargots ont des cornes, des antennes, qui sont rétractiles. Il y a donc deux paires. La paire du dessus, au bout, il y a ses yeux. Tout le monde s'est amusé à lui faire mal, en fait, c'est un peu idiot, et pour qu'il rétracte ses yeux, hein. On l'a tous fait. Cette paire-là lui sert assez peu, car l'escargot a une vue faible et il se sert assez peu de ses yeux. En revanche, la paire la plus petite, celle qui est en bas, est une paire qui sert à l'olfaction, à sentir les choses, et elle est très utilisée. Tu me le confirmes ? Alors effectivement, les tentacules du bas, elles servent à la fois pour l'odorat et également pour le toucher. C'est l'équivalent de notre nez et de nos mains. Donc très souvent, quand un escargot se déplace, vous verrez qu'il utilise ses petites tentacules pour palper le terrain avant d'avancer. Ce qui est très mignon aussi. Je continue la description générale des escargots. Alors, l'ouverture de la coquille a un nom. Ça s'appelle le péristome. Ce péristome est caractéristique de l'espèce. C'est-à-dire que ce trou de la bordure de la coquille de l'escargot est un élément important de leur identification. Je continue la description des choses générales. Alors, les gens connaissent très bien les escargots, mais peut-être que peu ont vu qu'il y avait un trou au bord de la coquille de l'escargot qui s'appelle le pneumostome. Et évidemment, ce trou lui sert à respirer. Et ce qui est, j'ose pas dire rigolo, mais c'est que ce pneumostome, il est à côté de son anus. Oui. L'anus de l'escargot, il est pas du tout situé au bout de son corps, hein. Il est à côté de là où il respire, en fait, à l'entrée de sa coquille. Tu me le confirmes? Oui, tout à fait. De toute façon, les entrées et les sorties sont toutes à proximité de l'ouverture de la coquille. Pour des raisons pratiques. Les entrées et les sorties, se font au même endroit. De la même manière que tu as l'endroit où sont pondus les œufs qui se trouve exactement à côté de ces mêmes entrées et sorties. Très bien, j'enchaîne sur un autre élément de l'escargot, c'est sur sa coquille. Sa coquille, elle est hélicoïdale, elle est enroulée sur elle-même, c'est une des plus belles créations de la nature. Et un des rares trucs que je savais avant de préparer cette émission, c'est que l'immense majorité des coquilles sont dextres. Ça veut dire qu'elles s'enroulent, quand on regarde la coquille, ça veut dire qu'elles s'enroulent vers la droite. Mais il y a quelques coquilles mutantes qui sont rarissimes et qui sont, j'imagine, très recherchées des collectionneurs, qui sont sénestres. Et ça veut dire qu'elles s'enroulent dans l'autre sens, sur la gauche. J'imagine que c'est quelque chose que tu sais. Est-ce que tu as chez toi des coquilles sénestres? Alors, j'en ai jamais observé dans mes parcs. J'ai déjà vu effectivement des collègues avec quelques coquilles comme celle-ci. Il y a cette particularité-là et il y en a une deuxième qui est assez rigolote et qui fait l'objet de collections très suivies en France. Ce sont des coquilles en fait où l'enroulement de la coquille ne s'est pas fait de manière collée, elle est complètement décollée. Donc ça fait comme un tortillon en fait et l'escargot arrive quand même à se développer à l'intérieur de cette coquille. Ça donne lieu à des coquilles qui sont extraordinairement belles, mais alors vraiment très bizarres. Et on se demande comment l'escargot arrive à rentrer dedans, mais il vit correctement, il se développe quasiment normalement avec ce type de coquille. Restons un peu sur la coquille, Déborah. Explique-moi comment l'animal est attaché à sa coquille. Quand il rentre dans sa coquille, il rentre dans toute la coquille, ou est-ce qu'il y a, comme chez les nautiles par exemple, il y a des espèces de chambres qui sont fermées au fur et à mesure de la croissance de l'animal, et il occupe juste la dernière chambre. Chez les escargots, il y a ça ou pas? Comment il s'attache à sa coquille? Parle-moi un peu de ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'on voit pas. À ma connaissance, il y a une membrane effectivement qui solidarise la coquille avec le pied de l'escargot. Donc cette membrane, je crois que c'est ce qu'on appelle le manteau. Cette membrane permet effectivement à l'escargot de pouvoir rentrer à l'intérieur de sa coquille ou de s'étirer pour pouvoir se déplacer sur son pied sans perdre la coquille pour autant. D'accord, le manteau en effet. Alors, on vient de parler de coquilles. Je voulais juste mentionner, je trouve ça très rigolo, c'est qu'il y a un autre escargot célèbre, un individu célèbre qui s'appelle Jeremy, et qui était un escargot londonien à coquille sénestre. J'enchaîne pour dire que l'escargot a une particularité peu connue, je pense, c'est qu'il a des neurones géants, comme beaucoup de mollusques, et que du coup l'escargot sert à faire des expériences qui consistent à lui implanter des électrodes pour étudier les neurones humains, en fait. C'est-à-dire qu'on utilise un modèle d'escargot parce qu'il a des neurones géants où les électrodes peuvent s'implanter facilement. C'est pas très sympa pour lui, mais je vois à ta tête que tu ne le savais pas. Donc je savais pas, j'ignorais et puis
Mes pauvres petits escargots. Oui, c'est vrai, moi je suis triste pour eux aussi. On va enchaîner sur un truc plus gai et plus rigolo. La vitesse des escargots qui est proverbiale, hein. On en parlera à la fin de l'émission dans une partie plus culturelle. Alors, un escargot, est-ce que tu peux nous dire à quelle vitesse il se déplace à peu près? Alors en général, on a coutume de dire qu'ils se déplacent à 7 mètres à l'heure. Alors moi j'ai 1 millimètre par seconde, soit 6 centimètres par minute. Et si tu nous dis 7 mètres à l'heure, ça me va très bien. Alors, le record a été établi en 2006 dans une course d'escargots mondialement célèbre qui se tient chaque année apparemment à Congham en Grande-Bretagne. Et donc, le record est de 0,0275 mètres par seconde. Et j'ignore le nom du lauréat qui a établi ce record fabuleux. C'est rigolo parce qu'il y a effectivement beaucoup d'anecdotes sur l'escargot en Angleterre, alors même que l'Angleterre ne consomme que très peu d'escargots. C'est très rigolo. Et effectivement, beaucoup de choses se passent en Angleterre concernant le petit animal, alors que c'est pas forcément une tradition culinaire chez les Anglais. Je voudrais parler un peu de la bave de l'escargot. La bave, c'est le nom un peu populaire, mais en fait, c'est du mucus. Et ce mucus, j'en reparlerai tout à l'heure dans la partie cosmétique. Les gens savent peut-être que on utilise aussi la bave de l'escargot pour ses propriétés cosmétiques. Voilà, il y en a qui se la mettent sur le visage, et il y en a même qui sont élevés pour ça. Peut-être tu nous en diras un mot tout à l'heure. Ce mucus contient de l'allantoïne, du collagène et de l'élastine, qui sont des composants importants pour la jeunesse et la fermeté de la peau. Encore une fois, j'y reviens pas, on en reparlera tout à l'heure. Je parle du mucus parce que ce mucus est extraordinaire pour l'escargot. C'est-à-dire qu'il lui permet par exemple de franchir une lame de rasoir sans se couper, de monter sur un mur vertical ou de circuler sur des épines. Tu as déjà observé les merveilles de la bave des escargots dans tes élevages? Ouais, alors la première réaction, en fait, quand il y a une production de mucus, c'est souvent lié à un stress. Donc, quand on prend un escargot dans la main, qu'on le déplace et qu'il a un petit coup de stress, il va se mettre à baver très rapidement. Après, effectivement, il y a la possibilité de se déplacer plus facilement ou d'éviter effectivement de se blesser. Et la production de mucus permet à l'escargot effectivement de se déplacer plus facilement. Il y a à peu près 400 000 fermes hélicicoles en France, tu me confirmes ce chiffre? 400 héliciculteurs dits professionnels, effectivement. D'accord. Et parmi ces gens, j'ignore le pourcentage de gens qui ne fabriquent que de la bave, ou peut-être les deux, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Et la méthode, j'ai lu, pour fabriquer la bave, c'est de mettre les escargots dans un filet, ce qui les stresse, et de faire tourner un peu ce filet. Et c'est comme ça qu'ils recueilleraient la bave qui est la méthode la moins cruelle, parce qu'il y a d'autres méthodes qui consistent à leur mettre une pile dessus. J'ai pas compris comment ça marche. Alors, effectivement, au tout début du projet, j'avais la volonté de faire de l'extraction de bave pour la cosmétique et le médical. On a aussi pas mal de recherches, par exemple, sur les grands brûlés, puisqu'il y a une protection de l'épiderme et puis une réparation de l'épiderme qui est possible avec ce type de substance, avec le mucus. Quand on part en formation, les formateurs vous disent nous, on vous apprend à être éleveur. Donc, dans l'élevage, il y a une notion de bien-être animal. On s'aperçoit que la production de bave n'est pas forcément tout à fait en accord et conforme au bien-être animal. Alors, tu le dis, effectivement, sur des petites quantités, on va pouvoir, comme on dit poétiquement, chatouiller le pied des escargots pour arriver à produire de la bave. Le deuxième step, ça va être de le mettre un petit peu en situation de stress, donc effectivement dans des filets. Et là, on arrivera à produire un petit peu plus de bave. Après, il va y avoir des techniques, je dirais, plus industrielles. Et là, on est très très loin du bien-être animal. Alors, on a des pays qui sont producteurs de bave en grande quantité, et c'est pas d'ailleurs la France. Quels sont ces pays? Essentiellement le Chili. Le Chili est un pays qui est extrêmement à la pointe sur la production de mucus d'escargot. Alors, je suis obligé de dire que j'y ai vécu 5 ans au Chili. C'est drôle. Et je l'ignorais complètement. C'est pas forcément très ancien, hein. Alors, l'extraction de la bave en grande quantité, ça suppose effectivement des méthodes qui sont un petit peu plus discutables, on va dire. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai mis pour l'instant de côté cette partie de l'activité, en sachant que l'idée serait effectivement de faire un petit peu de diversification avec des produits cosmétiques à base de bave, mais en production locale et en diffusion très restreinte, en fait. On parle beaucoup de la partie cosmétique. J'ai parlé aussi de la partie médicale. Il y a une application de cette bave qu'on utilise depuis très longtemps. On est à peu près de la même génération. Quand on était petit, je ne sais pas si tu te souviens, tu prenais du sirop, donc un antitussif. Et ce sirop était sur la boîte, ça s'appelait de l'hélicidine. Et il y avait un petit escargot qui était représenté, une spirale noire. Je ne m'en souviens pas, mais ça éveille quelque chose.
Et ben voilà, c'est un sirop qui est à l'époque, qui était à base et qui est toujours à base d'ailleurs de bave d'escargot, mais bon évidemment c'était beaucoup moins marketing à l'époque, donc on n'en parlait pas. Mais c'est un produit qui est bien plus ancien que la cosmétique et qui utilisait déjà les propriétés du mucus d'escargot. Très bien, Déborah, merci pour ces précisions. On va parler de la radula. Explique-moi ce qu'est la radula. Alors, la radula, c'est la bouche, enfin la langue, la bouche de l'escargot. C'est incroyable à voir au microscope. Si vous regardez au microscope une radula, vous avez des milliers et des milliers de dents, comme une scie en fait pour couper le bois. Et l'escargot, effectivement, a cette capacité à manger très rapidement, à disséquer très rapidement les aliments qu'il ingère. Donc, il y a un phénomène qui va vers l'arrière, vers l'avant, entre le haut et le bas, et qui râpe et qui permet de disséquer les aliments au moment où il les mange. Donc, vous voyez un escargot manger un champignon, une tomate ou une courgette, il mange ça à une vitesse absolument incroyable. Ok, donc 1500 à 2500 dents, tu l'as dit, sur cette radula, qui veut dire râpe. Hein. Au microscope, ça ressemblerait, je l'ai pas vu, mais je l'ai lu, à une râpe de menuisier. Mais c'est exactement ce que tu dis, on comprend bien. Hein, ouais. Ok. J'enchaîne sur quelque chose que je ne savais pas non plus, c'est que les mollusques en général et les gastéropodes en particulier peuvent émettre du bruit, notamment en se déplaçant. Il y a du gaz qui est comprimé à l'intérieur de leur coquille parfois, hein, ça arrive pas tout le temps, et les escargots peuvent émettre un bruit qui ressemble à celui que ferait un doigt sur une vitre mouillée. Est-ce que tu as déjà entendu ce bruit dans tes serres ? On le dit de manière moins poétique, c'est-à-dire qu'en général, on parle souvent des flatulences de l'escargot. Effectivement, quand ils se déplacent dans les parcs et quand ils sont nombreux, comme dans nos parcs, on a ce phénomène de son un petit peu comme des petites bulles qui claquent. Et l'escargot, évidemment, comme ils sont nombreux, ce bruit s'entend. De la même manière que quand ils mangent, je vous disais que la radula, en fait, c'est une râpe en haut, une râpe en bas qui avance et qui recule. Quand vous avez beaucoup d'escargots qui sont au même endroit et qui sont en train de manger, vous entendez un bruit de mastication. Alors évidemment, c'est pas violent, hein. Il faut se rapprocher du sol, mais on entend effectivement parfaitement l'escargot se déplacer et à la fois dans son déplacement et à la fois quand il mange, faire ce petit bruit qui fait qu'on entend que voilà, il y a un petit peuple qui vit ici. D'accord, un peu comme des flatulences, donc décidément tu es moins poétique que moi avec tes escargots. Tu en as combien d'ailleurs? Je t'ai pas demandé ça tout à l'heure à peu près dans ta ferme, hélicicole. Alors pour le moment j'en ai 100 000, en sachant que 100 000 ça peut paraître énorme. Alors, je dis toujours aux agriculteurs du coin que je suis l'éleveuse du troupeau de bêtes à cornes le plus élevé du département. 100 000 c'est pas énorme en fait, hein. Pour un élevage et pour faire vivre une personne, il faut compter à peu près 200 000 escargots. Et concrètement, 100 000 escargots, c'est sur 2 parcs de 200 mètres carrés. Donc, c'est relativement petit, en fait. On reviendra tout à l'heure sur les techniques, sur tout ce qui concerne les licicultures. C'est fascinant. C'est la deuxième grande partie de l'émission. Là, j'en suis toujours à présenter cet animal sympathique, hein, que tout le monde connaît, que tout le monde aime bien. Je voudrais faire un rappel sur son âge. Les acatinidés dont on a déjà évoqué, ces énormes escargots africains peuvent vivre jusqu'à 7 ans. Mais le Helix, H-E-L-I-X, hein, qui sont les 3 espèces, on en parlera tout à l'heure, qu'on élève en France, c'est le petit gris, le gros gris et l'escargot de Bourgogne, hein, les Helix. Ils vivent en moyenne 3 ans, c'est à peu près ça. Ils vivent plus longtemps en captivité, peut-être. Alors, potentiellement, ils pourraient vivre effectivement un certain nombre d'années. La difficulté, c'est qu'ils sont confrontés à un nombre de prédateurs important. Donc, que ce soit dans la vie sauvage ou même dans nos parcs, si on les protège pas, effectivement, ils n'ont pas une durée de vie très, très importante. J'ai lu que le record était de 30 ans. Il y a un escargot qui a vécu 30 ans et j'ignore son prénom à celui-là. Je continue la description. Je passe vite sur le fait que les escargots ont besoin d'humidité, ça tout le monde le sait intuitivement. J'enchaîne sur un truc qui va intéresser beaucoup de gens. L'escargot, je vais employer un gros mot, mais encore une fois que je pense que pas mal de gens connaissent, il est hermaphrodite. Explique-moi ce que c'est. Explique-moi comment ça marche, l'hermaphrodisme. Alors, c'est effectivement rigolo, c'est un mot que les gens connaissent assez souvent, y compris les enfants. Cet été, là, sur la période d'été, bon, évidemment, les contraintes sanitaires ont fait que les visites de ma ferme étaient très prisées puisque c'était en plein air. Et je me suis retrouvée avec plein de petits-enfants, y compris des gamins de 4-5 ans, qui connaissaient le mot hermaphrodite, qui étaient capables de le prononcer. Donc, le principe d'un animal hermaphrodite, c'est qu'il possède les 2 organes sexuels, mâle et femelle. À la différence de certains autres animaux hermaphrodites, il n'y en a pas beaucoup dans la nature, l'escargot ne peut pas s'auto-féconder. Donc, il faut forcément 2 escargots.
Mais il y en a un qui sera mâle, l'autre qui sera femelle. En s'accouplant avec un autre escargot, celui qui a été mâle peut parfaitement être celui qui a été femelle, qui sera femelle. Donc voilà, le principe, c'est qu'il possède les deux organes sexuels et qu'il peut être à la fois mâle et femelle. Alors moi je suis friand de mots gréco-latins, j'ajoute que le contraire de l'hermaphroditisme, ça s'appelle le contraire d'hermaphrodite pour faire plus simple, c'est le gonocorique. Les animaux comme les lions et les chevaux sont gonocoriques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'être des deux sexes. Et étymologie toujours, l'hermaphrodite est une des étymologies les plus magnifiques du monde, puisque ça vient d'Hermès, qui était un dieu masculin, et d'Aphrodite, qui était la déesse de la beauté, qui est une sorte d'emblème du féminisme, et donc hermaphrodite. Les scientifiques ont choisi ce nom qui est quand même d'une poésie infinie. Tu dois bien le reconnaître aussi. Oui, tout à fait. Ce qu'on sait un peu moins, en plus, c'est qu'il a d'autres petites particularités par rapport à ça, l'escargot. Il est capable de deux choses supplémentaires. Il va attendre d'être fécondé par plusieurs escargots avant de faire le mélange pour pouvoir pondre ses œufs, de manière à éviter notamment la consanguinité. La deuxième chose, c'est qu'il est capable de retenir sa ponte, c'est-à-dire que tant qu'il ne considère pas que toutes les conditions sont réunies pour que sa ponte puisse se développer en toute sécurité, il retiendra sa ponte et il attendra que l'hygrométrie, la température, la qualité du sol soient optimales pour ses œufs. Merci pour ces précisions. J'ajoute que l'escargot stocke le sperme dont tu parlais et effectivement qui est brassé, et ça c'est assez malin d'un point de vue évolutif, dans ce qu'on appelle une spermathèque, un peu sur le modèle d'une bibliothèque. Ben là c'est le sperme qui garde dans une thèque, c'est-à-dire dans une espèce de poche, où le sperme est brassé, et tu l'as bien dit, pour éviter la consanguinité des escargots. Je vais passer au rayon prédateur, tu l'as vaguement dit tout à l'heure. L'escargot c'est un grand mangeur, mais il est aussi à la base de la nourriture de beaucoup d'animaux. Et peut-être celui qui raffole le plus des escargots, c'est le hérisson. Ces grands promeneurs mangent beaucoup d'escargots. Ils mangent de tous les hérissons, mais ils adorent les escargots. Alors, les hérissons adorent les escargots. Il est relativement facile de protéger les escargots des hérissons, puisque les hérissons ne peuvent pas rentrer dans les parcs très facilement. Donc moi, je crains beaucoup plus certains autres prédateurs, notamment les rongeurs, avec les musaraignes, qui sont carnivores, les grives. Cette année, je me suis battue pendant 3 semaines avec une colonie de grives. Malgré mes filets anti-oiseaux, elles arrivaient à trouver le moyen de rentrer dans les parcs chaque jour et m'attraper mes escargots. Alors, elles sont très malines et elles ont un système fabuleux pour les manger. Elles les attrapent dans les parcs, elles les sortent en les tenant dans leur bec. Et ensuite, elles trouvent soit une pierre pour casser la coquille en tapant avec le bec jusqu'à ce que la coquille éclate, soit alors, elles les envoient de très haut. Et elles les envoient sur une surface où elles savent qu'avec la chute, la coquille va se casser et elles pourront récupérer l'escargot. Ah ouais, ça c'est fabuleux, c'est irremplaçable ce genre d'observation et d'expérience. Et j'ajoute que au rayon prédateur aussi, j'ai appris qu'il existait un milan, c'est-à-dire un rapace aux États-Unis, le milan des marais, qui se nourrit quasi exclusivement d'escargots. Voilà, je pense qu'il n'a pas d'équivalent en France celui-là, le milan des marais. Oui, j'ignorais, le milan des marais. Alors, il y en a un qu'on redoute particulièrement au niveau héliciculture. Alors, je suis particulièrement inquiète parce que j'habite au bord du marais de Brière, c'est le sanglier. Alors, le sanglier, il faut savoir que l'escargot, c'est l'équivalent de nous, notre petite douceur, notre dessert de fin de repas. Donc, à partir du moment où un sanglier découvre qu'il y a des escargots à proximité, il peut essayer de venir avec toute la petite famille. Et alors là, non seulement on perd nos escargots, mais on a toutes nos installations qui sont dévastées également. Attention aux sangliers, donc. Ok. Il y a un autre truc qui m'a beaucoup plu en préparant l'émission sur l'escargot, c'est que les préliminaires amoureux chez les escargots peuvent durer jusqu'à 12 heures. Je vois que tu rigoles. Oui, je confirme. C'est un ballet absolument extraordinaire. Alors, il y a tout un tas de caresses, d'attouchements tout doux, de danses quasiment d'escargots qui s'enroulent l'un sur l'autre. C'est très, très rigolo à voir. Eh bien, ma chère Déborah, sur ces belles paroles, nous allons achever le premier épisode. J'aurai le plaisir de te rappeler très vite pour un deuxième épisode. Je te remercie beaucoup de tout ce que tu nous as appris, de ton sourire. Tu feras une grosse bise à Hervé qui t'a aidé à installer ce micro rebelle. Et je te rappelle très vite. Salut Déborah. Merci Marc. À plus tard.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.